hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, je vous propose un numéro entièrement consacré aux artisans d'art. Et c'est tout de suite. On ne perd pas le fil avec Yves Dorget qui nous explique tous les secrets de la passementerie. C'est le focus du jour. Nathalie Lété est une artiste à l'univers rétro-féerique qui nous emporte au cœur des contes de notre enfance. Une belle rencontre. Si vous ne restez pas de marbre devant la céramique, vous allez adorer le réparage du jour. 3 adresses envoûtantes. Les œuvres de papier de Charlotte Sagouri sont colorées comme des bonbons et aussi pétillantes qu'elle. Bon pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française. C'est Point de vue. Apan est un atelier de conception et de réalisation de mobilier en petites séries et de création unique. Métal, bois et autres techniques comme la sérigraphie ou le verre sont utilisés pour le plus grand bonheur de nos yeux et de nos intérieurs. Ici, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination car l'atelier propose des créations sur mesure, idées futées. La France nous réserve toujours de jolies surprises et au détour de votre chemin, vous croiserez peut-être ces drôles de petites maisons empilées qui donnent à ce recoin de Morbihan un air féerique. C'est l'univers du poète ferrailleur. Depuis 25 ans, Robert Coudray fabrique et expose des machines et automates insolites pour épater tous les voyageurs. Qui n'a pas un jour rêvé de s'infiltrer dans les coulisses du musée du Louvre? Bérénice et Lucille ont eu cette chance. Durant toute une saison, elles ont suivi les conservateurs, agents d'accueil, conférenciers et plein d'autres qui leur ont livré les petits secrets de cette institution mythique. Et pour dévorer ces belles illustrations colorées, pas la peine d'aller au musée. L'artiste à l'imagination sans borne, Lucien Murat, s'est associé avec Carrément Victoire pour donner un coup de peps fantasque à votre cuisine ou votre salle de bain. Une déclinaison de carreaux entre dessins d'enfants passage et œuvres contemporaines, on retrouve le bestiaire qu'il affectionne tant. Avis à tous les monstres gentils. Les rideaux et leurs accroches, vous trouvez ça ringard? Attendez de voir ce qui se cache derrière les machines de l'atelier de passementerie d'Yves Dorget. Entrer dans cet atelier du 20e arrondissement de Paris, c'est faire un bond dans le passé, voire dans un autre monde. De vieilles machines sorties tout droit des contes qui s'agitent au rythme des clics et des claques. On serait presque envoûté. Ici, les fils s'entremêlent et forment des galons, des pompons ou encore des franges pour décorer les vêtements, les meubles ou autres objets. C'est l'art de la passementerie. Et le maître des fils nous en dit un peu plus sur cet artisanat. La passementerie, au niveau d'un siège, ça peut être la frange d'un canapé, la frange du siège en dessous, des petites lézardes, des petits galons qui viennent faire le contour du siège. C'est un univers très particulier. Parce qu'aujourd'hui, la passementerie, on n'en voit quasiment plus. C'est dans l'ancien, dans l'histoire. Il y a les styles Louis XVI, Empire, Napoléon III, un petit peu Art déco. Mais la passementerie, petit à petit, elle a disparu. Sauf que avec notre culture française, notre culture parisienne, dans les hôtels particuliers, il y a beaucoup de passementerie, quoi. Ça reste un luxe. Et voilà, si on arrive à vivre, c'est grâce à l'ancienne passementerie, c'est pas au moderne. Plonger dans l'univers d'Yves Dorget, c'est aussi découvrir un vocabulaire étrange. Mais pas de panique, on vous explique tout pour ne pas perdre le fil. Par exemple, les rubans de tissu épais se nomment des galons. Les embrasses, elles, sont des cordons servant à retenir un rideau. Avant de solliciter ces vieux métiers à tisser du début du XXe siècle, il faut perforer les cartons. C'est la technique jacquard. Chaque trou indique à la machine une consigne qui définira le motif souhaité. Ce carton, on va le mettre sur la mécanique, au-dessus des machines, mécanique jacquard. Donc on installe le carton. C'est un langage informatique, c'est un programme. Voilà, à l'époque, ça commençait, c'était quasiment de l'informatique. Soit il y a un 0, soit c'est bouché, soit c'est percé. 0 ou 1. Et à partir de là, c'est le langage. Le motif établi, il faut désormais trouver le tissu et la couleur des créations. La passementerie utilise la soie, la laine, le coton, toutes sortes de matières selon les envies du client. Une fois les ordres donnés, les métiers à tisser obéissent. Le premier métier actuellement, c'est une petite lézarde qui va sur un canapé. Et donc, on a toutes les références
et toutes les indications techniques de cette lézarde, le nombre de fils, comment ça doit être tissé, tout ça. Donc on prépare tout. Et à partir de là, on installe, et on installe la machine aussi qui correspond exactement au carton. Et même si les métiers à tisser ont fait bien leur preuve depuis tant d'années, il faut toujours les surveiller. L'œil humain est indispensable. Et après, ça dépend aussi de la complexité de ce qu'on est en train de tisser. Des fois, une personne peut gérer plusieurs machines parce que c'est relativement simple. Et des fois, il faut faire très attention. Donc, on préfère qu'il y ait un tisseur qui reste devant la machine pour surveiller que tout va bien et que la qualité du produit est parfaite. Et pendant que les vieilles dames s'agitent, de l'autre côté de l'atelier, des petites mains entrelacent les fils. C'est un autre univers. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus les machines. Et par contre, c'est l'endroit où on tisse à la main. On fait en fait des choses beaucoup plus complexes encore parce que sur les machines jacquard à côté, avec les moteurs, tout ça, on est quand même limité au niveau de la complexité. Alors que là, avec les métiers mains, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Les embrasses, par exemple, sont exclusivement créées à la main. Un travail de fourmi qui demande patience et minutie. Mais dans cette partie de l'atelier, il existe aussi des machines étranges. C'est des métiers mains. Voilà, c'est la même chose, quelque part, c'est la même chose que de l'autre à côté avec les machines jacquard. Sauf que là, il n'y a pas de moteur. Le moteur, c'est la main, voilà, de Valérie qui tisse les galons. Parce que c'est très compliqué et qu'avec les machines, on ne peut pas avoir cette qualité. Des fois, j'exagère un petit peu, mais ça pourrait être 5 cm à l'heure. Alors que voilà, quand c'est le moteur qui tourne, ça va beaucoup plus vite. Et donc, par contre, la complexité, c'est des choses qu'on ne peut que tisser à la main. Dernier atelier de la capitale, ici on ne fabrique que du sur-mesure. Des clients du monde entier réclament ce savoir-faire, même la Maison Blanche a succombé au fil d'Yves d'Orgé. Nathalie Lété sait raconter des histoires et aujourd'hui c'est la sienne qu'elle nous dévoile. Un monde plein de fleurs, d'étranges animaux et de visages poupons. Caché derrière cette jungle parisienne se trouve un univers enchanté, celui de la créatrice polymorphe Nathalie Lété. Un univers poétique et enfantin à l'image des contes pour enfants qui ont bercé sa jeunesse et que Nathalie explore et passe son temps à sublimer. Dans la vie courante, on passe tellement peu de temps à regarder vraiment intensément quelque chose que d'avoir passé du temps à regarder et à essayer de retranscrire cette émotion, c'est très émouvant. C'est comme si on avait eu une rencontre intime en fait avec cet objet. Je suis attachée en fait aux objets. Quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont vivants. Donc en fait, c'est essayer de retraduire cette émotion dans un dessin. Protectrice de ces morceaux de vie qu'elle anime, Nathalie se retrouve souvent dans ses dessins. En fait, souvent, on se dessine soi-même un petit peu. On fait souvent un peu ses propres portraits. Il y a quand même un petit peu un geste un peu automatique aussi. Comme j'ai les joues rouges, mes personnages ont tous les joues rouges. Depuis toute petite, Nathalie aime se créer un univers bien à elle. Et d'ailleurs, son âme d'enfant ne l'a jamais quittée. Elle l'a conservée à travers les âges. Il y a certains adultes qui ont l'impression d'être quelqu'un de différent de ce qu'ils étaient enfants. Moi, je pense vraiment que dans chaque adulte, il y a l'enfant qui était en soi et c'est juste une continuité. On a tous un âge et je pense que moi, mon âge, il est plus jeune que ça en fait. Au fond, dans mon cœur, j'ai plutôt, je pense, une dizaine d'années. Avec le romantisme que j'avais à cette époque-là et l'idéal de la vie que j'imaginais à cet âge-là. Enfin, c'est ce que je pense. Nathalie est peintre, mais elle a plusieurs facettes. Tantôt sérigraphe, illustratrice, autrice, artiste textile et même céramiste polyvalente et omniprésente, elle a plus d'un tour dans son sac. Ça ne suffit pas juste pour moi de dessiner. J'ai besoin de faire des objets qui n'ont pas forcément une utilité après, hein, mais je sais pas, c'est comme... de se construire sa cabane quand on est enfant et il faut que je crée en fait tous les jours quelque chose. Hein. J'ai besoin en fait d'être stimulée pour raconter quelque chose. Pour moi, comme je ne sais pas utiliser beaucoup les mots, j'ai besoin de le raconter dans des objets, dans le fait de faire en fait.
L'ennui ne fait pas partie de son vocabulaire et tout est un prétexte pour utiliser ses 10 doigts. Ça traînait de là depuis un moment. Je me suis dit, tiens, bon, je vais faire un chapeau. Puis en fait, il ne rentrait pas dans ma tête, sur ma tête. Alors je l'ai découpé. Et à force de le découper, finalement, je me suis dit, tiens, ça va faire un buste. On vous avait prévenu, et une autre chose que Nathalie a bannie de son quotidien, c'est le silence. J'aime pas le silence. J'ai besoin d'entendre les oiseaux. Et c'est pour ça que j'ai toujours un oiseau avec moi. C'est super important. Il chante très très bien. Je ne sais pas ce qu'il dit. Et puisque Nathalie voit toujours les choses en grand, elle s'est lancé un défi. Elle voulait voir si elle était capable de donner vie, non pas à un objet, mais à une pièce ou plutôt à un studio. Elle a réalisé cet écrin en collaboration avec de nombreux artisans, comme un sculpteur sur bois qui a donné vie au dessin des chaises Monsieur Tulipe et Madame Marguerite, ou encore à l'arbre qui a poussé près de la gazinière. Ce refuge lui sert également de lieu de rendez-vous où elle peut recevoir ses collaborateurs et discuter des nouveautés. Des œuvres artistiques, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'artistes, mais c'est vrai que le travail de Nathalie nous touche beaucoup. Il ramène à ce que nous on aime dans notre bazar. C'était une évidence que le travail de Nathalie devait faire partie de notre Grand bazar et surtout de notre partie éditoriale. Lieu de rendez-vous, mais également véritable caverne d'Ali Baba où les placards regorgent de trésors et où Nathalie joue de temps en temps à la marchande pour toujours rester en enfance. Bonjour Nathalie. Bonjour Caterina. Merci de nous recevoir chez vous dans votre univers qui est vraiment un monde à part. Mais merci d'être venue. Vous êtes biculturelle, d'un père chinois, d'une mère allemande. Est-ce que cet héritage culturel et artistique vous a marqué ? Le côté asiatique en fait ressort dans les couleurs que j'utilise surtout, et puis les sujets des oiseaux et des fleurs. Je pense que là, je me retrouve vraiment dans le côté peinture sur soie asiatique. Et puis sinon, je suis très intéressée par tout ce qui est allemand, les meubles peints, tout ce que j'ai vu dans mon enfance en fait. Parce que vous avez passé vos vacances toujours chez votre grand-mère en Voilà. Bavière, c'est ça ? Exactement. Et pareil en Allemagne, oui. J'allais souvent en Allemagne, dans des familles différentes, où certaines familles, il y avait des décorateurs, ils avaient des collections de meubles peints, je trouvais ça magnifique, et des ex-voto, enfin il y avait toute une culture en fait d'art populaire que je voyais au mur, ça m'a beaucoup inspirée en fait, je trouvais ça très très beau. À travers vos œuvres, on voit quelque chose, moi en tout cas, qui me rappelle les contes des frères Grimm, où l'étrange côtoie le familier, le poétique avec l'inquiétant, mais il y a de ça, non ? Effectivement, ma maman me racontait des contes tous les soirs avant de me coucher, qui ressortent et que je cultive en fait dans mes peintures, de tous ces contes qu'elle me racontait. Donc du gentil et du méchant, en fait toujours l'ambiguïté, l'ambivalence. Nathalie, vous exercez votre art sur différents supports, que ce soit le textile, le papier, les meubles, beaucoup de choses, mais vous vous considérez plus une artiste qu'un designer. Vous aimez bien faire cette distinction ? Je ne me retrouve pas dans ce mot-là. C'est un mot qui pour moi symbolise quelque chose de trop froid. Je me sens plus une âme d'artiste. Je ne suis pas spécialisée dans quoi que ce soit en fait. C'est plus une vision esthétique qui voltige de choses d'objet en objet, de tissu, enfin tout mon environnement. C'est plus intérieur en fait que d'être techniquement doué en quelque chose. Alors d'ailleurs, j'imagine, Nathalie, quand vous créez, à partir d'une idée, à partir d'un projet, jusqu'à l'exécution, ça ne va pas aussi vite que ça. Ça se passe comment, en général ? Je me lance un thème, en fait, comme ça. Tout d'un coup, j'ai envie d'un thème. Et je pars dans toutes les directions, dans toutes les techniques, en étant inspirée par ce thème-là. Je fais des peintures, je fais des broderies, de la céramique. Et puis ensuite, je vais montrer
tout ce que j'ai fait un petit peu à mes éditeurs et je leur demande s'ils sont intéressés. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive ensuite pendant une année à vraiment me focus sur une histoire. J'ai besoin en fait de me raconter des histoires. Et d'ailleurs, au début de notre entretien, vous avez dit que vos parents n'avaient peut-être pas un univers très esthétisant. Alors vous, on a l'impression que ce qui vous motive, entre autres, bien sûr, c'est d'exercer votre art, mais aussi de rendre les choses plus belles. En fait, je me suis retirée du monde réel, on va dire, et de la société un petit peu. Je me suis isolée et c'est comme ça que j'ai puisé pour me faire une jolie vie. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez peut-être envie de faire évoluer votre univers et votre monde, comme vous dites très justement, vers quelque chose de plus grand? Bien sûr, c'est vraiment vers ça que j'aimerais aller. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai acheté un petit espace dans Paris que j'appelle mon showroom ou mon nid. J'avais envie de toucher à d'autres choses que juste des petits objets, que j'avais envie de toucher à des univers, mais moi personnellement, je ne me sens pas capable. En fait, j'ai toujours besoin de collaborer avec des gens. J'ai toujours eu l'impression d'être une moitié de personne, et donc j'ai besoin d'une deuxième moitié qui porte la deuxième moitié d'énergie que je n'ai pas en fait. Je suis sûre que vous allez le trouver très vite. Je ne sais pas. Merci Nathalie. J'espère. Merci. Sur les murs, sur votre table ou encore posée sur votre commode, la céramique s'invite partout. Et quoi de mieux que Paris pour découvrir ses secrets? Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale. Paris, capitale de la gastronomie, tout le monde le sait. Mais ce que l'on sait un peu moins, c'est que des passionnés de céramique viennent du monde entier pour admirer le savoir-faire ancestral de la manufacture de Sèvres. Depuis 1740, cette vieille maison regroupe plus de 27 corps de métier. C'est une manufacture nationale d'exception, avec un héritage qui date du XVIIIe siècle, un héritage de savoir-faire que les artisans pratiquent depuis le XVIIIe siècle, donc avec cette transmission de génération en génération qui s'opère. Ce lieu, insufflé par la Pompadour et Louis XV, se trouvait d'abord à Vincennes, mais fut très vite déplacé à Sèvres 13 ans après sa création. Pour continuer à séduire et à composer avec son temps, la manufacture propose à la fois des œuvres contemporaines et des œuvres classiques. Le savoir-faire de ces artisans vient ponctuellement se conjuguer avec l'imagination d'artistes venant de l'extérieur, comme Louise Bourgeois, Pierre Soulages ou Christian Biéchet. C'est une maison qui, à la fois, s'appuie sur son patrimoine extraordinaire et en même temps sur sa capacité à se renouveler avec des créateurs d'aujourd'hui. La destination de ces pièces varie. Certaines sont exposées dans des musées, d'autres vendues dans les différentes boutiques de la manufacture ou dans des endroits un peu insolites comme l'Élysée ou Matignon. Assister à autant de précision et un tel savoir-faire, ça ne vous donne pas envie d'en admirer plus? Ça tombe bien, la Cité de la Céramique de Sèvres, c'est une manufacture, mais également un musée de plus de 55 000 pièces qui viennent du monde entier et vieilles de plusieurs siècles. Vous pourrez découvrir une exposition axée sur la couleur, comme un voyage sensoriel et une plongée dans les palettes infinies que possède Sèvres. Les pièces exposées nous éblouissent de couleurs très particulières, comme le fameux bleu de Sèvres, le rose Pompadour et le vert Ibère. Dans ces murs, on parle de céramique, de porcelaine, d'argile et même de grès. Et là, on est un peu perdu. Mais comme nous on a compris, on vous explique. Le mot céramique vient du grec kéramos, qui signifie argile. Vous suivez? Et donc la céramique regroupe tous les objets en terre qui ont été cuits. Un pot en terre cuite, c'est de la céramique, une assiette en porcelaine, c'est de la céramique, et ainsi de suite. Vous avez compris? Les techniques de la céramique étant tellement nombreuses qu'en regardant ce tableau, on a l'impression de se retrouver face à une toile de Raphaël. Mais vous l'aurez compris, ici le support n'est pas une toile, mais bel et bien la céramique. Dans ce musée, vous pourrez découvrir des objets de type classique, mais également des objets un peu particuliers. Cette exposition amène la céramique là où on ne l'attend pas, comme avec ce sofa. Étonnant, non? Si ce tour de la Cité de la Céramique vous a donné envie de mettre la main à la pâte, on vous a dégoté un atelier pour apprendre à la manier.
direction le 15e arrondissement, à l'atelier Terre, etc. de Sophia Marti. Que vous soyez débutant ou confirmé, que vous ayez envie de confectionner votre service à thé au complet ou de fabriquer une pièce un peu moins utile, Sophia vous accompagne pour réaliser vos envies. Ici, on travaille le grès. Les techniques de façonnage du grès sont à peu près les mêmes que les techniques de façonnage des autres argiles. Le tournage et les techniques de façonnage à la main. Ces ateliers sont l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les techniques de façonnage et de décoration dans une ambiance conviviale, mais aussi l'occasion également de brandir fièrement votre vase la prochaine fois que l'on vous offrira des fleurs. Moi, je les accompagne à la fois sur les aspects techniques et aussi sur les aspects du concept de leur pièce et la fonctionnalité de leur pièce quand ce sont des pièces fonctionnelles. Pleine de ressources, Paris nous fait une fois de plus découvrir une de ses facettes insoupçonnées, une aubaine pour les passionnés de céramique et peut-être un passe-temps pour les curieux. Elle se plie en 4 pour réaliser des œuvres en papier plus originales les unes que les autres, c'est Charlotte Sagory, une envolée lyrique. Habile de ses 10 doigts et adepte du do-it-yourself, Charlotte Sagory ne se destinait pas forcément à devenir une artiste papier. Mais de fil en aiguille, elle s'est découvert un amour pour le papier et les piñatas. Aujourd'hui, des marques la sollicitent et pour elle imagine et confectionne des sets design pour des shootings photos et beaucoup de vitrines de magasins, le tout dans son salon. Je trouve ça un peu compliqué, artiste papier, paper artist, il y a un truc, même déjà le statut d'artiste, moi je trouve ça assez dingue de se dire je suis artiste et je dépends de la maison des artistes, donc je suis reconnue comme artiste, mais je sais pas, je trouve que le papier c'est un super médium. Il y a un côté très accessible parce que c'est vraiment une matière qui nous entoure et qui fait partie de notre quotidien. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore aussi reprendre des objets du quotidien et les réinterpréter en papier. Être organisé est primordial puisque certaines pièces sont si petites qu'il faut parfois une pince à épiler pour les coller. Organisé oui, mais il faut également avoir le compas dans l'œil. Et on ne vous le cachera pas, Charlotte était loin d'être une mauvaise élève en maths. À l'école, elle a toujours aimé ça. Et en étant artiste papier, la géométrie fait partie de son quotidien, car elle dessine elle-même les formes dont elle a besoin, tout en calculant les proportions adéquates. J'adore aussi toute la partie conception où je dessine tout, parce que comme il y a un côté très très précis, j'ai toujours aimé la géométrie et les maths et les choses comme ça, donc il y a un côté très satisfaisant quand même à tout dessiner à plat, à tout couper, et que boum, d'un coup en pliant, tout tombe parfaitement et que l'objet prenne vie, quoi. Et je crois que c'est ça, j'adore la fabrication, enfin le moment du montage où tu te dis j'ai fait mon fichier parfaitement, il n'y a aucune erreur, tout tombe pile. Pas de 3D pour Charlotte, elle préfère dessiner à plat sur un logiciel de graphisme car elle aime garder une certaine unité dans les formes qu'elle conçoit. Ensuite, une super machine qui découpe le papier parfaitement au millimètre lui facilite la tâche et lui permet ainsi de consacrer tout son temps au pliage et à l'assemblage, qui est la partie qu'elle préfère. Débute alors un travail méticuleux qui demande patience et dextérité. Et sous vos yeux, Charlotte donne vie à un tourne-disque aux couleurs pop et acidulées. Bluffant, non ? J'adore le fait qu'on se dise « Waouh, c'est en papier », c'est d'autant plus impressionnant, mais j'aime ce côté complètement surréaliste et détourné, quoi, donc de l'objet. Donc je n'essaie pas de coller au millimètre près à la réalité. J'aime bien revisiter les objets. Ces revisites passent aussi par le choix des couleurs. Charlotte aime surprendre avec des couleurs pastel, pop et rétro. Petites maisons, globes terrestres et autres objets de petite taille, Charlotte ne se cantonne pas au mini-format. Ce qu'elle préfère faire, c'est du set design grand format, comme ici, où elle a imaginé et assemblé une ville entière pour cette célèbre marque de cosmétiques. Mon truc préféré là, de tous les temps, c'est quand j'ai fait justement la Lemon Bay pour un pop-up store où j'ai fait toute une ville entièrement en papier avec les hôtels et tout. Je me suis tellement amusée, j'ai passé ma vie sur Street View à regarder tous les hôtels à Miami. J'ai l'impression de connaître cette ville maintenant. Et du coup, ça, c'est vrai que c'était hyper chouette. Vous pensiez avoir tout vu ? Détrompez-vous, car Charlotte a plus d'un tour dans son sac. Ce que je vous ai pas raconté, c'est que mon copain,
Il m'autorise certaines de mes créations. Mettre au point des objets figés, c'est déjà impressionnant, mais les animer, c'est encore mieux. Aidés de sa moitié, ensemble, ils donnent vie aux créations de papier. Antoine Sevaux et sa formation d'ingénieur permet ainsi d'ajouter une nouvelle dimension aux créations acidulées, rétro, réalistes et parfois complètement folles de Charlotte. Version française est déjà terminée. J'espère que ce numéro spécial consacré à l'artisanat d'art vous a plu. N'oubliez pas, restez chic toujours et on se retrouve très vite. Bye!